Protégez vos enfants. Et s'il y a un tonton qui a abusé de ton enfant, eh ben, s'il doit aller faire la prison, il ira faire la prison. Bien sûr. Salut, bienvenue au premier épisode de la saison 2 du MEF. Enfin, l'épisode tant attendu qui devait se tourner il y a déjà un an. Mais bon, vaut mieux tard que jamais et on croit que aujourd'hui c'est le bon timing. Merci à toutes les personnes déjà qui ont regardé la saison 1, qui a été vraiment une saison surprise pour moi parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas à faire autant d'épisodes, à ce que ça marche aussi bien. Et donc je vous remercie. Avant de passer la parole à mon invité et du coup à parler du sujet du jour, je vais juste lancer le générique. On est de retour. Je te salue, Jolie. Bonjour. Bonjour, Olivia. Comment tu vas? Ça va. En tout cas, on a pris 1 an à se rencontrer. Ouais. Mais aujourd'hui, je t'ai en face de moi et je suis très, très contente. Vraiment, très contente de te voir. Tu ressembles à ton prénom. Merci. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Comment tu te sens? Est-ce que tu es stressée? Est-ce que, honnêtement, ou ça va? Non, honnêtement, ça va. Bon, je suis Franchement, contente. tu m'as mis à l'aise, ça va. Bon, je suis touchée. Est-ce que tu peux commencer par te présenter auprès de ceux qui nous regardent, te dire qui tu es, d'où tu viens, enfin voilà. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Jolie. Je suis mariée, j'habite en Belgique. Donc, voilà, je suis là aujourd'hui pour partager mon témoignage. Voilà. Bon, sans trop rentrer dans les détails, hein. Vous allez tout de suite comprendre de quoi on va parler. Je vais la laisser tranquillement commencer. Je vais te laisser commencer à raconter ton histoire. Est-ce que tu peux nous dire déjà d'où tu viens, mais pas la Jolie d'aujourd'hui, hein, la Jolie petite fille. Où est-ce que tu es née? Où commence ton histoire? Qui tu es? Alors, je viens de Congo-Kinshasa. Ok. Donc, je suis née à Kinshasa et mon histoire commence quand mes parents ont divorcé. J'avais 5-6 ans. Waouh, c'est tout. Ouais, c'était très tôt et c'était vraiment une période très difficile. C'est parce que les divorces de mes parents n'étaient pas faciles. C'était pas un divorce facile et ça m'a beaucoup marqué cette expérience. Donc j'ai grandi avec cette blessure. Et bon, c'était un divorce difficile. Au début, les parents ne s'entendaient pas, mais bon, au fur et à mesure, ils ont essayé de trouver un terrain d'attente. Et finalement, ils ont fait de leur mieux pour que les choses puissent bien se passer. Et vers 12-13 ans, je suis arrivée en Belgique. D'accord. Ma maman était déjà en Belgique. Donc tu as rejoint ta maman. J'ai rejoint Mais maman. tu nous as pas dit, est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que tu es fille unique? Oui, j'ai des frères et sœurs. Je suis née d'une famille de 6. D'accord. Et moi, je suis la 5e de la famille. D'accord, tu es l'avant-dernière. L'avant-dernière. Ok. Donc, quand les parents ont divorcé, les plus grands sont partis avec maman. Ils ont décidé de partir avec, mais moi, je suis restée avec ma petite sœur. Et on est resté chez papa parce que bon, il avait décidé ainsi. On est resté avec lui. Et pour moi, en fait, c'était une blessure parce que j'ai toujours été entourée. J'ai grandi avec mes frères et sœurs. Et du jour au lendemain, tu te retrouves limite abandonnée. Je me sentais beaucoup abandonnée. Quand maman est partie, pour moi, c'était de l'abandon. Pour moi, elle m'avait vraiment... De tes frères et sœurs, oui, de ta maman. de ma maman, de mes frères et sœurs. Parce qu'en étant petite, j'étais vraiment attachée à ma mère. D'accord. Et voilà, du jour au lendemain, je me retrouve sans ma maman. Donc, je voyais les autres filles, petites filles avec leur maman ou pendant les fêtes des fins d'année, je voyais les autres fêter en famille. Et moi, c'était vraiment une blessure et c'était pas facile. C'était vraiment une période très difficile pour moi. Mais bon, par la grâce de Dieu, maman a fait tout ce qu'elle a pu pour qu'on arrive à enfin... Vous puissiez la rejoindre en Belgique. D'accord. Mais ça, c'est une période qui a duré du coup de tes 5 à 13 ans.
Donc, tu as vécu quand même, on va dire quoi, 8 ans avec ton père. Est-ce qu'il s'était remarié? Ça t'as passé quand même des bonnes années malgré cette absence-là ou Oui, hein, tu j'ai gardes passé... des souvenirs enfin, voilà. Oui, j'ai passé des bonnes années avec lui. Lui aussi, il s'est battu pour qu'on ne manque de rien. C'était difficile, mais bon, en même temps, c'était un peu compliqué pour lui. Mais moi, en étant petite, je savais pas. Je savais pas que les divorces l'avaient aussi autant impacté, tu vois. Oui, je Deux vois. fois, il avait peut-être certaines réactions, mais moi, en étant petite, je savais pas. Bah oui, t'as pas la Je maturité. ne sais Je pas comprends. comprendre, tu vois. Mais il s'est pas remarié. Et donc, jusqu'à mes 13 ans, quand j'arrive en Belgique. D'accord. Et là, en fait, c'est là que tout commence, quand j'arrive en Belgique. Ok, on t'écoute. Quand j'arrive en Belgique, en fait, j'ai trouvé un grand frère. C'était un ami à mon grand frère. D'accord. Parce que mon grand frère était déjà ici aussi. Il était déjà en Il était Belgique venu avec maman. avec maman. Ok. Donc, moi, quand j'arrive avec ma petite sœur, on trouve cet ami-là chez nous à la maison. C'était comme un membre de la famille. C'est D'accord. quelqu'un que ma mère avait pris comme son fils. D'accord, très bien. Donc, l'ami de ton grand frère qui automatiquement devient ton grand frère. Exactement. Et moi, à ces moments-là, j'arrive, en fait, maman nous dit, c'est votre grand frère. Il est là pour vous et tout. Et maman travaillait à l'époque. Mon grand frère aussi travaillait. Donc, c'est lui qui nous gardait. D'accord. Il nous aidait avec les devoirs et tout ça, ma sœur et moi. Il était vraiment présent. Il était tout le temps à la maison, tout le temps là pour nous. Il vivait là, clairement. Oui. Ou il passait de temps en temps. Il passait du temps avec nous. Bon, avant qu'on arrive, il habitait là. Mais D'accord. quand on est arrivé, bon, il est parti, mais il passait toute sa Je journée, comprends. toutes ses journées avec Avec nous et Ouais. tout. Donc, et c'était quelqu'un de confiance. Ma mère lui faisait vraiment confiance. Tout le monde lui faisait confiance. C'est vraiment des personnes que quand tu regardes, tu dis, celui-là, il peut pas te faire du mal, Ouais. tu vois. Les gens, les amis de la famille qui sont très joviales, qui Exactement. mettent la bonne ambiance. Exactement. Il est toujours présent. Et tout. Et donc, moi, à ces moments-là, je suis OK. C'est notre grand frère, donc il n'y a pas de souci. Il a commencé à nous amener à l'école, même 2 fois, il nous accompagnait à l'école et tout. Comme quand on venait d'arriver, on ne connaissait pas vraiment la Belgique, donc C'est il nous normal. accompagnait. Et pour s'intégrer aussi, quand tu arrives, c'est un peu compliqué, je n'avais pas d'amis. Bien sûr. Et donc lui, il était devenu en fait mon ami. C'était vraiment, il était un confident, un ami pour moi. Et on parlait beaucoup. Moi, il faut savoir que j'ai grandi. J'étais une petite fille très timide. Quand mes parents ont divorcé, je me suis renfermée sur moi-même. Je comprends. Je suis devenue très timide. Je ne voulais plus rien savoir des personnes et je ne parlais plus. Ça, c'est un effet que la blessure a souvent chez les enfants. Oui. Et tu sais, il y a beaucoup de parents qui ne se rendent pas compte. Ils pensent juste qu'en grandissant, l'enfant devient un peu plus timide, parle plus. Mais des fois, en fait, c'est la blessure qui s'installe, tu vois, en l'enfant et qui le rend très introverti. Oui. Des fois, c'est pas un trait de caractère, C'est ça. mais c'est une conséquence de la blessure. Exactement. Parce que moi, c'est vraiment ça. Je suis devenue vraiment très timide suite à ça. Ouais. Et donc, j'avais du mal à me faire des amis à l'école. Et lui, il était vraiment là. Vraiment un ami. Et moi, en étant petite aussi, je ne pensais pas que mes parents m'aimaient. Je ne sentais pas que mes parents m'aimaient. Je voyais que mes parents aimaient plus ma petite sœur. Et donc, du coup, en fait, j'ai grandi avec ces manques d'amour. Ouais. Et il y avait un vide dans mon cœur que j'essayais de combler, que j'ai cherché à combler à tout prix. Et donc, lui, en fait, il a compris aussi. Il a compris ce manque. Il a compris ses manques et il a commencé, en fait, à me donner de l'amour. Il a commencé vraiment petit à petit à me mettre en confiance. J'ai grandi, je n'avais pas du tout confiance en moi. J'avais peu d'estime de soi, je ne m'aimais pas en étant petite. Donc lui, il a commencé vraiment à me mettre en confiance. Il était vraiment là à me dire des paroles valorisantes, des choses que
T'avais jamais entendu? J'avais jamais entendu. Mais tu sachant vois. qu'en plus, à cette époque-là, tu m'as dit que tu avais 13 ans, c'est ça? Mhm. C'est un âge... tu sais, quand on a 12, 13, 14 ans chez les filles, c'est un âge hyper compliqué. Ouais, Un âge où on est en pleine transition, tu vois, c'est le ça. début de l'adolescence. C'est Je ça. crois que pour la plupart des jeunes filles, tu as un manque de confiance parce que tu changes aussi physiquement. Exactement. Tu as aussi les hormones qui s'installent. Enfin, c'est compliqué. Et lui, il est arrivé Ouais. pile au bon moment, en C'est fait. ça. Et puis tu as des amis aussi, voilà, Ouais. as des copines, tu essayes de te comparer Exactement. et tout ça, donc tu Ouais. essayes de trouver ta place et tout. Et du coup, lui, il était là et il me disait, voilà, moi je suis là pour toi. Pour moi, en fait, dans ma tête, c'était quelqu'un que Dieu m'avait envoyé pour me sauver, limite, tu vois, Je comprends. de ma solitude et tout ça. J'avais vraiment quelqu'un qui était là pour moi, quelqu'un qui m'aimait pour des vrais. C'est ce que je croyais. Et qui faisait attention à toi, surtout. Exactement, qui me voyait, qui me regardait, parce que je pensais même pas qu'on me voyait. Je croyais pas que mes parents me voyaient, qu'ils me regardaient, qu'on me considérait. Je sentais pas, tu vois. Donc, je disais, au moins, lui, il a les yeux sur moi. Ouais, je comprends. Et bon, il a commencé, donc il était plus âgé que moi. Quel âge il avait? Il avait à ce moment-là, je savais qu'il était âgé, mais je ne connaissais pas son âge. J'ai su son âge après. Donc aujourd'hui, il a une cinquantaine d'années. Ah oui, quand même. Donc à l'époque, il avait, ouais, l'histoire date des 10 ans, il avait presque 40 ans. Tu D'accord, c'est choquant. vois. Oui. Continue, maman. Continue. Tu vois, donc, et donc il a commencé à me manipuler. Il y avait de la manipulation. Et puis il a commencé aussi à me dire, voilà, tu sais que toi, j'ai vu aussi que tes parents t'aiment pas, qu'ils t'aiment plus ta sœur. Ouais, il a Et insisté il a déjà. insisté sur ce que Ouais, je oh me là là. disais Ah, le déjà, tu monstre, vois. ouais. Il a insisté sur ça et moi, en étant petite, je croyais parce que je dis, bah oui, c'est vrai, lui aussi, il a remarqué Il la a même remarqué, chose. donc ça confirme mon ressenti, c'est triste. Ouais, Ouais. tu vois, les parents t'aiment pas et moi, je suis là pour toi et tout, et tout. Il a commencé et c'est comme ça que vers mes 15 ans, il a fait les travails hein, parce que pendant 2 ans, 2 ans, oui, de tes 13 à tes 15 ans. il m'a travaillé vraiment, il a travaillé la tête et à mes 15 ans, il a commencé par les attouchements. Il a commencé les attouchements. En fait, à ces moments-là, j'ai pas eu le courage de les dire à ma mère, de dénoncer. Dans quel cadre ça s'est passé? Est-ce que c'était chez vous? C'était chez nous à la maison. Comment ils s'arrangeaient pour que personne ne fasse attention? Personne Comment ça n'était s'est pas là. passé? Le jour où ça s'est passé, personne n'était à la maison. Ma mère travaillait, mon grand frère aussi. Ma sœur est partie, je crois, elle était avec ses copines au parc ou je sais plus. Mais j'étais seule avec lui. Tu vois, Il a j'étais attendu seule. que le chant soit levé. Ouais, parce que ouais, c'était après l'école, vers 16 h. Maman n'était pas encore rentrée. Donc, ma sœur, elle dit, ouais, je vais traîner ici avec mes copines, je vais faire un tour au parc. Ben, lui, il a attendu à ce que les champs soient libres. Et il a commencé, en fait, avec les attouchements. Et à ce moment-là, en fait, je savais que c'était mal, Oui, mais j'ai pas eu le courage ouais, je comprends. De le dire. de les dire. Mais surtout qu'en fait, tu sais, à cet âge-là, quand on est face à un adulte en qui on a confiance et que cette personne-là fait quelque chose de mal, qu'elle nous fait du mal, on se dit, mais il m'aime. Est-ce que c'est Exactement. vraiment mal? Est-ce que c'est pas moi qui réfléchis mal, tu Exactement. vois? Tu n'as plus la notion du bien et du mal. Exactement. C'est exactement ça. C'est ce que je me disais, en fait. Je me disais, mais c'est normal. Hein. C'est normal un peu parce que enfin, là, il m'aime de toutes les façons, il ne me fera pas du mal. Et c'est ce Ouais. qu'il me disait. Il me disait que moi, je suis là pour t'aimer, je ne te ferai jamais du mal. Et je lui faisais tellement confiance. Tellement confiance. Et j'ai rien dit. Ça s'est passé chez nous à la maison. Bon, comme il a vu que j'avais rien dit à maman, il est venu le lendemain comme si de rien n'était. Il a vu que oui, maman était toujours là, toujours bien avec lui. Donc, c'est dit, OK, elle n'a rien dit, je peux continuer. Mais est-ce que toi, tu as changé chez toi? Pas le jour même, mais est-ce que tu as commencé à changer de comportement? Non,
J'ai pas changé. J'ai pas changé. J'ai continué comme si de rien n'était. J'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Parce qu'il faut savoir aussi que j'ai gardé tout pour moi. Oui, je vois. Je disais rien, j'ai partagé rien avec ma mère. Donc, ma mère, elle voyait rien du tout. Elle savait rien du tout. Et j'étais très, très renfermée. J'ai passé mes journées dans la chambre, dans ma chambre. Je vais à l'école, je rentre, je mange, je reste dans ma chambre. Donc, maman, elle voyait rien du tout. Et ça a continué. Ça a continué par les attouchements, ça a continué. Et puis, un jour, je lui ai dit, bon, tu sais que... moi, je n'ai pas encore connu d'homme, parce que je n'avais jamais connu d'homme avant. J'ai dit, je suis vierge et je compte les garder. Donc, je compte les rester. Oui. Je compte rester vierge. Et si peut-être tu veux avoir, si on peut avoir juste, si on peut se limiter à là, ok, c'est bon. Mais ne pas dépasser. Parce que tel que je suis là, je compte me marier vierge. Il m'a dit, ça me choque un peu ce que tu dis là. Enfin, à ton âge, tu es quand même en face de la personne qui t'agresse, entre guillemets, même si tu n'as pas vraiment cette conscience-là, tu vois, sur le moment, mais de quand même essayer de mettre une limite, en gros, au mal qu'il te fait. Genre, comme un peu pour te protéger toi-même. Mais dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là? Enfin, comment tu as cette idée-là de te dire, j'accepte ça, ok, il me fait du mal sur le coup, mais je veux pas plus. Enfin, qu'est-ce que tu t'es dit? Moi, en fait, à ce moment-là, je ne savais même pas que c'était une agression. Tu vois. Moi, dans ma tête, à ce moment-là, c'était finalement, on était en couple. Ok. À ce moment-là, il m'a vraiment fait comprendre, ou il a réussi en fait à me faire comprendre qu'on était en couple. C'était une relation normale. D'accord. Et que ça faisait partie de votre relation? De notre relation. D'accord. Donc pour moi, à ce moment-là, non, c'est pas une agression, c'est pas parce que je pense aussi que j'avais une autre idée de l'agression. Je pensais que c'était quand c'est par la violence, c'est par force et tout ça. Un peu comme on voit dans les films. Comme on voit dans le film, tu vois. Donc avec lui, il n'y avait pas ça. C'était en douceur et c'est comme si je me disais que je suis d'accord en quelque sorte. Donc il n'y a pas eu de viol, pas d'agression, pas de violence. Donc c'est normal. Tu sais que c'est à cause de ça que beaucoup de personnes n'ont jamais porté plainte, du coup. Exactement. Parce qu'ils se sont dit, bah, il ne m'a pas frappé, il ne m'a pas obligé. Voilà. C'est peut-être moi qui ai dit oui, au final. C'est ça. C'est peut-être moi qui lui donne envie de me faire ça. C'est ça. Parce que j'étais quand même proche de lui et tout et tout. Alors que, quand même, la personne qui est en face, déjà, est plus âgée dans ton cas, par exemple, et ouais, on peut dire ça comme ça. Il a calculé son coup. Exactement. Tout était préparé. Il avait tout préparé, en fait, tout planifié. Et moi, à ces moments-là, je me dis, ok, j'accepte, mais je ne vais pas avoir des relations intimes avant le mariage. Donc, ok, il m'a dit, ok, ça va, il n'y a pas de souci. Tu peux me faire confiance et je respecte ta décision. J'ai dit, ok, je lui faisais confiance. Et puis un jour, c'était une année après, vers mes 16 ans, vers mes 17 ans. Mais un jour, il a commencé comme d'habitude avec les attouchements jusqu'à ce qu'il est passé à l'acte. À l'acte. Et à ce moment-là, à ce moment-là, j'ai dit ça, c'est un viol. Okay. Parce que je t'avais dit de ne pas franchir cette étape. Pour moi, c'était... En fait, on se limite à ça. Mais tu n'as pas respecté ta parole et tout. Et là, il m'a dit... en fait, je ne croyais pas quand tu me disais que tu étais vierge, je ne croyais pas, en fait. Donc, voilà pourquoi je l'ai fait. Pour moi, c'était pour vérifier si c'était vrai ce que tu disais. Ça, on a souvent entendu celle-là aussi. Hein. C'est tellement ridicule. Ouais. Comme si, en fait, la virginité, on pouvait tester et la recoudre après, tu vois, en quelque sorte. Réparer après. C'est ça. Et à ce moment-là, je me suis énervée. Je me suis énervée. Je lui ai dit, tu sais quoi, c'est fini. Je ne veux plus de cette relation. Je veux qu'on arrête. Et il est parti. Mais il a commencé à m'appeler, à me supplier.
et tout, et tout. Et puis en même temps, il me faisait aussi du chantage. Il disait qu'il allait le dire à ma famille, il allait le dire à mes parents et tout. D'accord. Et Donc, moi, attends, en fait... petite pause, excuse-moi. Si j'ai bien compris, comme tu ne voulais plus de la relation et que donc tu ne voulais plus avoir d'intimité avec lui, il a utilisé tout ça contre toi. Donc en Oui, gros, je vais le c'est dire. ça. Si tu veux pas que je le dise, tu reviens. C'est ça. Voilà, c'est Si tu veux monstrueux. pas que je Ok. le dise, on continue. Parce que sinon, je vais le dire. Je vais le dire à tes parents que tu as eu à faire ça, ça, ça avec moi. T'as eu peur forcément. J'ai eu très, très peur. Parce que je me disais, est-ce que mes parents vont me croire? À ce moment-là, je commençais à me poser des questions. Est-ce que mes parents vont vraiment me croire? Et Ça faisait des années. Oui, j'avais honte, j'avais peur, tu vois. J'avais peur de la réaction de mes parents. J'avais très, très peur de la réaction de ma mère. Donc, j'ai décidé, du coup, de continuer. Et puis, en même temps, il y avait aussi de l'attachement, il y avait de l'amour. Bien sûr, depuis toutes ces années, du coup, là, Tu tu avais vois, 17 ans, ça fait j'ai donc 4 ans. commencé à m'attacher, tu vois. J'étais vraiment attachée à lui. Et d'un côté, j'avais pas envie de les perdre aussi. Donc, j'ai finalement accepté de continuer. En fait, je crois qu'il a le profil d'un pervers narcissique. Il a su identifier tes faiblesses, ton vide, ton manque d'amour propre et tout, Exactement. pour pouvoir vraiment s'imprégner et créer en fait cet attachement. Et tu t'es retrouvé au final attaché à ton agresseur. Oui, c'est ça. C'est incroyable. C'est vraiment ça. Et donc, on a continué. Et malheureusement, le pire est arrivé. Parce que déjà, il faut savoir que je ne me protégeais pas. C'est ce que j'allais demander. Du coup, je ne savais même pas que la contraception existait à l'époque. Il ne se protégeait pas non plus. Il ne se protégeait pas non plus. Mais est-ce que tu avais une connaissance au moins de ces choses à cette époque-là, mis à part ce qu'on apprend à l'école? Mais est-ce que tu étais quand même renseignée? Est-ce qu'il t'en parlait, lui Non, pas du tout. En fait, c'est lui, il avait un calendrier, un petit calendrier, et c'est lui qui faisait les calculs. Ton cycle? C'est lui qui faisait mon cycle. Si. Ouais. Je suis choquée. Ouais. C'est lui qui faisait mon cycle. Continuer. Donc, ouais. Donc, c'est lui qui me gérait, en fait. C'est lui qui me gérait. J'avais aucune connaissance. Et donc, c'est lui qui me disait, alors, là, c'est bon, on est bon, on peut y aller. Ou pas, tu vois. Et moi, je croyais. Et on ne se protégeait pas. Du coup, malheureusement, à mes 17 ans, je suis tombée enceinte. Et en fait, c'était... Pour moi, c'était juste pas possible que je sois enceinte. Parce que je lui faisais tellement confiance. Pour moi, il gérait les trucs, tu vois. Et puis, je l'appelle. Ces mois-là, je n'ai pas vu mes règles. Je l'appelle. Je dis, bon, ça fait 2 semaines... j'ai toujours pas vu mes règles et tout. J'ai un retard des règles. Et là, il me dit, oh, t'inquiète pas, de toutes les façons, tu as des règles irrégulières, donc ça va arriver, t'inquiète. J'ai dit, ok, 2 semaines, 3 semaines, toujours rien. Mais en fait, à ces moments-là, j'ai commencé je ne supportais plus mon parfum. Je ne supportais plus l'odeur de mon parfum. Mais j'étais tellement naïve que je ne savais pas que c'était les signes, les symptômes. Les symptômes mais de t'étais grossesse. trop jeune. J'étais trop jeune, tu vois, très naïve. Ouais. Et donc, je ne supportais plus du tout, mais je ne comprenais pas. Et je suis allée le voir finalement, 3 semaines après, je crois, je suis allée le voir. Et il m'a dit, ok, tu sais quoi, bon, on va faire un test pour voir. Je ne savais même pas comment on fait un test de grossesse. C'est lui qui me montre. Il me dit, voilà, tu fais ça, ça, ça. Ok. Ouais. Et là, j'ai fait, eh bien, les tests étaient positifs. À ces moments-là, tout s'effondre. C'est la fin du monde, oui. Je tombe encore plus bas. Pour moi, non, c'est pas possible. Quelle est sa réaction à lui, du coup? Qu'est-ce qu'il te dit? À ce moment-là, lui, il est calme. Il est calme, il me regarde. Moi, j'étais tellement en train de pleurer, de hurler.
Et après, il me dit, tu sais, calme-toi, hein, tu n'as pas besoin de crier comme ça, hein, tu n'as pas besoin de te mettre dans tous ces états. De toutes les façons, cet enfant, on ne va pas le garder. C'était déjà tout décidé pour lui. C'était sa réaction. Et là, à ce moment-là, je m'arrête un moment, j'arrête de pleurer, je regarde, je dis, dis-moi, tu viens de dire quoi? Ouais, cet enfant, on ne va pas le garder. J'ai dit, ok, et qu'est-ce qu'on va faire alors, du coup? Ah ben, tu vas avorter. Et là, moi, à ces moments-là, non. Ces moments-là, j'ai dit non, non, je ne peux pas avorter. Non, c'est pas possible. Mais est-ce que tu savais ce que ça impliquait même à cette époque-là, les moyens d'avortement? Est-ce que tu savais à quoi il fallait faire face? Enfin, c'est incroyable. Rien du tout, tu vois. Moi, je sais juste que dans notre religion, c'est interdit, tu vois. Moi, dans ma tête, à ces moments-là, c'est non, en étant chrétienne, je ne peux pas avorter. C'est tout. Je ne vais pas savoir comment. Non, pour moi, c'est un péché. C'est pas possible. Et là, personne chez toi n'a remarqué aussi que... Personne n'était au courant, personne n'a remarqué. Et là, il m'a dit, bon, ok, toutes les façons, si tu es prête à assumer, il n'y a pas de souci. Hein. Tu vas assumer les trucs seul parce que moi, je ne vais pas assumer. Donc, clairement, il t'a abandonné, quoi. À ce moment-là, j'ai dit, ok, c'est pas grave. Je rentre dans ma chambre. Je t'ai dit, cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai prié, je disais à Dieu, aide-moi. Je ne sais pas quoi faire, mais pour moi, c'était hors des questions pour moi d'avorter. C'était hors des questions. Et ok, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Il m'a laissé comme ça dans mon coin. Je suis restée. En fait, c'était dans la semaine. J'ai appris la nouvelle dans la semaine. Le week-end, on est sortis avec des amis. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai décidé de garder les secrets, mais on était en train de danser avec un ami à moi. Et cet ami a remarqué que j'étais enceinte. Comment? Je ne sais pas comment. Il m'a dit que ça se voyait. Je ne sais pas si c'était au niveau de mon corps. Ça commençait à se voir. Et il m'a dit, on était en train de danser, il m'a dit, mais Jolie, tiens, tu es enceinte, toi? J'ai dit non. Il m'a dit, si, ça se voit, tu es enceinte. En plus, venant d'un garçon. Venant d'un garçon, donc moi, je ne sais pas comment les autres n'ont pas remarqué. Je ne sais pas comment mes copines n'ont pas remarqué, mais ma mère... Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Même ta maman, tu vois. Pas remarqué, tu vois. Pour une maman qui a eu plusieurs enfants en plus. Tu vois. Et je lui ai dit non, je ne suis pas enceinte. Il m'a dit, ah, ok. Je pense que, voilà, il ne voulait pas me mettre mal à l'aise et tout. Il a laissé tomber. Il a laissé tomber. Mais quand je suis rentrée, je te dis, Yaya, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. J'ai appelé cet ami-là, mon grand frère, finalement. Ouais. Je lui ai dit, finalement, tu sais quoi, j'accepte. Parce que je n'étais pas prête, en fait, d'assumer. D'affronter ça aussi. Ça. Oui. Je n'étais pas du tout prête d'affronter les regards des gens. J'avais peur d'être rejetée, d'être abandonnée. Tu sais, dans notre communauté, tomber enceinte, hors mariage, à cet âge-là. Vraiment. J'avais tellement peur. J'avais très, très peur. Et je lui ai dit, c'est quoi, j'accepte. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, tu viens lundi, on va aller. Je connais un bon médecin à Bruxelles. Toutes les façons, tu n'as pas à t'inquiéter, ça va bien se passer. Et lui, il avait l'habitude de ça ou pas? Oui, il a dit, il a déjà fait avec une fille avant. C'est là qu'il m'avoue que je l'ai déjà fait avec une fille avant toi, donc ça va bien se passer, tu n'as pas à avoir peur. Ah, le monstre. Et tu sais, même la façon dont il te répond, c'est comme si, quand il t'a dit que si tu vas assumer toute seule, assume, il savait que tu allais revenir, quoi. Exactement. Genre, vas-y, elle... Et il savait. Ouais, il savait. Il savait très bien. Et puis quand je suis revenue, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Il s'y attendait. Il savait que j'étais pas du tout prête à assumer quoi que ce soit. J'étais bel et bien enceinte, du coup. Et là, à ce moment-là, il m'a dit, bon, ok, donc tu viens demain. On va aller voir un autre médecin, un gynécologue qui va maintenant pratiquer l'avortement. Mais c'était aussi rapide comme ça? Ouais, bon, après, moi, je ne suis pas belge, mais comment ça se passe chez vous? Est-ce qu'il y a des plannings familiales? C'est payant? Il n'y a pas... Oui, je suis dépassée. Il y a des plannings familiales. Hein. Et c'est par ça qu'il est passé Non, pas du tout.
Parce que en fait, il savait ce qu'il était en train de faire. Il m'a amené chez un médecin, un gynécologue. Il est reconnu, hein. C'est un vrai médecin, reconnu en Belgique. En fait, il travaille dans un hôpital et à côté, il a aussi son cabinet. Personnel. Et donc, lui, il pratique les avortements dans son cabinet personnel. Les avortements clandestins. C'est ce que j'allais dire, c'est clandestin. Oui. Et donc, à ces moments-là, moi, je ne sais pas que c'est un avortement clandestin. On est en plein Belgique. Bah oui, franchement, je suis étonnée. On est à Bruxelles. Tu arrives, c'est pas comme si c'était dans une maison bizarre ou chez une dame d'à côté. C'est un vrai cabinet. D'accord. Et puis, tu as des gens dans la salle d'attente. Je n'étais pas la seule. Hein. J'arrive, je vois des gens. Pour moi, il n'y a rien d'anormal. J'arrive et les médecins m'appellent et tout. Ok, j'entre dans son bureau. Il me dit, ok, alors, c'est bon, madame, vous êtes prête ? On passe à l'acte. Rapidement, on donne ta carte d'identité et tout. Donc, il n'avait pas le temps à perdre. Il savait déjà tout. Parce que le grand frère l'avait déjà appelé, il avait déjà expliqué la situation. Il avait déjà briefé. Il avait déjà payé l'argent. Il avait déjà tout réglé. Moi, j'arrive, c'était la première fois pour moi d'arriver chez ces médecins-là. Oui. Donc, moi, j'attendais à ce qu'ils me posent des questions. Oui, au moins consultation, ouais. moi, qu'il m'explique et tout. Non. Il ne m'a pas donné d'explication, pas d'information, rien du tout. Alors, c'est bon, on y va. À ces moments-là, qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Est-ce que tu sais à quel terme tu étais exactement? Je ne sais pas. Justement, il n'a pas fait d'échographie. Pas fait d'échographie, je sais pas. Eu non plus les résultats de la veille. Enfin, c'est le grand frère, entre guillemets, qui gérait tout. C'est lui qui avait les résultats, ouais. C'est lui qui a eu les résultats des prises de sang, donc moi, je n'avais pas d'infos. Donc, tu étais au courant de rien? J'étais au courant de rien. Tu as eu quel type d'avortement? Est-ce que c'était, comment on appelle ça, médicamenteux ou... Non. Par aspiration? Par aspiration. Donc, il a fait les curetages. J'arrive, en fait, il me dit, OK, c'est bon, on y va. Déjà, là, j'ai tellement peur. Tu vois, j'ai peur, j'ai tremble, j'étais une petite fille, j'étais une gamine seule, tu vois. J'étais pas la femme que je suis aujourd'hui. J'avais tellement peur. Je vois tout. Le matériel, ça me stresse, j'ai panique. Et il me dit, voilà, on y va. Et il commence à aspirer. Il ne m'a pas donné d'antidouleur. Quoi? Ouais. À vivre comme ça? À vivre comme ça. Pas d'anesthésie? Pas d'anesthésie. C'est horrible. Ouais. J'espère qu'à la fois, tu vas me dire que tu as dénoncé cet homme-là. Lui, là, le médecin. Ce n'est pas possible, Jolie. Tu vois. Et il ne m'a rien donné du tout. Rien. Donc, il t'a posé sur la table, l'estrier. Et puis, il commence. Tu sais, tellement barbare. Ouais. Tellement dur. En fait, à ce moment-là, c'est comme si j'étais morte. Oui. J'ai tellement eu mal. Et pendant qu'il pratiquait l'avortement, il m'a dit, waouh, tu sais que tu es très courageuse pour ton âge. Parce que quand je pratique ces genres de choses sur des femmes plus âgées que toi, elles ont du mal à se retenir tellement que ça fait mal. Moi, je ne bougeais pas. J'étais comme si j'étais vraiment morte. Oui, j'étais tétanisée. J'étais morte. J'entendais sa voix, mais j'avais mal. Mais les larmes étaient en train de couler, mais je ne bougeais pas parce qu'il m'avait dit qu'il ne fallait pas bouger. Il m'a dit, mais des femmes plus âgées que toi n'arrivent même pas à se retenir. Tu es très courageuse. Mais à ces moments-là, en fait, je sais pas que je suis en train de subir un avortement clandestin. Parce qu'en fait, tu pensais que c'était la procédure normale? C'était normal. Lui, il savait. Lui-même, il était étonné, il était choqué de ma réaction, de me voir aussi calme. Parce qu'il savait que je ne pouvais pas être aussi calme. Parce qu'il ne m'avait rien donné du tout. Ce n'est pas comme ça que ça se passe normalement. Donc, c'est quelle façon de faire ça? J'étais censée hurler, j'étais censée vraiment être...
En fait, je crois que ton cerveau s'est éteint à ce moment-là. Exactement. Apparemment, l'être humain, quand il traverse quelque chose de trop difficile, le cerveau, il lâche l'affaire. Ouais. Il se dit... je suivais un psychologue qui disait que en fait, le cerveau s'éteint parce qu'il se dit que si je vis en face ce qui se passe, on va faire une crise cardiaque. Le cerveau préfère s'éteindre. Parce C'est que sinon, exactement c'est ça. Ouais. C'est incroyable. C'était ça. Et donc, j'ai tellement eu mal. Et l'opération a duré, je crois, 20 minutes ou 30 minutes comme ça. Et il a fait. C'était quelqu'un de notre communauté. C'est ce que j'allais te demander. Mais en fait, je me suis dit que c'était peut-être un Belge. J'avais espoir. C'était quelqu'un de la communauté, tu vois. Et quelqu'un qui aurait pu être ton père. Mon père, ouais. Parce qu'il avait l'âge de mon père. Sans pitié. Ouais. Tu vois. Et il a fait ce qu'il avait à faire. À la fin, il m'a dit... donc, c'est pour couronner les tout, quoi. À la fin, il m'a dit, est-ce que tu veux voir ce qui est sorti? C'est une blague? Non. Parce qu'il avait mis, il avait mis une bassine entre mes jambes. Et il m'a dit, est-ce que tu veux voir? Je suis désolée, c'est trop choquant pour moi. Je retiens mes larmes. Vraiment, waouh. Et t'as répondu quoi? Enfin, quelle était ta réaction? J'ai dit non. Je lui ai dit non. Je ne vais pas. Je suis déjà assez traumatisée. Oui. J'ai pas envie de voir. Je pense que cette image ne me quittera jamais, donc je préfère pas. Et là, il m'a dit, ok, c'est bon. Et on a fini, tu peux partir. Comme ça? Ouais. Mais avant de partir, il m'a demandé, est-ce que c'est lui-là, tu sors avec ces mecs-là? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, il est en train d'abuser de toi. Quitte-le. Tu vois, il s'est rendu compte, en fait, que c'était pas normal. Il a eu un moment d'humanité? Oui. Et je suis sortie de là, comme ça. Oh là là. Il m'a rien donné du tout. Pas de suivi. Pour moi aussi, c'est comme ça que ça se passe. Dans ma tête, c'est... Et puis, je sors de là, lui, il me dit, voilà, c'est bon, c'est fini. T'es pas morte. Tu vois, je t'avais dit que ça allait bien se passer. Tout s'est bien passé, t'avais peur pour rien. Le sorcier. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, j'ai fait une hémorragie après. Juste après, là. Les mêmes jours qu'on suit. Les mêmes jours, ouais. Parce que ça s'est passé dans des conditions dramatiques. Bien ça sûr. Se passe pas. C'est horrible. C'est horrible. Ton corps n'aurait pas pu supporter. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fini à l'hôpital? Je l'ai appelé finalement. J'ai appelé ses grands frères-là. Il m'a dit, OK, on va retourner chez les médecins. Le même médecin? Parce qu'en fait, tu es arrivé chez toi, tu as vu que tu saignais beaucoup. Oui, j'ai saigné beaucoup. Lui, déjà, il m'a dit, non, normalement, c'est comme ça. Ça va bien, ça va s'arrêter au bout de quelques jours. Quand tu viens d'avorter, c'est comme ça. Je dis, OK. Mais les lendemains, ça n'allait toujours pas. J'avais des douleurs, j'ai saigné beaucoup. Je lui ai dit, non, j'arrive pas. Ça s'arrête pas. Et là, il m'a dit, OK, on retourne chez le médecin. Personne chez toi n'a remarqué? Personne n'a remarqué. Et là, les médecins se rendent compte, en fait, qu'ils ne m'avaient pas prescrit des médicaments. Oh. Donc, en fait, il était censé te prescrire des médicaments, il a oublié? Oui. C'est lui qui m'a dit, mais madame, vous n'avez rien pris? Comment ça, vous n'avez rien pris? J'ai dit, comment ça? Je rêve. C'est une blague. J'ai dit, mais vous êtes en train de faire une hémorragie et c'est très grave. J'ai fait, mais... Et puis, il se rend compte qu'il avait oublié de me prescrire les médicaments. Et là, il me donne l'ordonnance. Il me dit, voilà, va prendre tel médicament. C'est très grave ce qui est en train d'arriver. Est-ce qu'il ne t'a pas envoyé à l'hôpital? Il t'a juste dit de prendre un traitement? Non, ouais, il ne m'a pas envoyé à l'hôpital. Il m'a juste envoyé prendre des traitements. Il savait, en fait, que s'il m'avait envoyé à l'hôpital... Bien sûr, tout allait... ça allait être préjudiciable pour lui. Exactement, tu vois.
Donc, moi aussi, à ces moments-là, déjà, moi, à ces moments-là, je sais que c'est légal. Je sais que c'est un vrai médecin. Qu'il a juste oublié de te Il prescrire a l'ordonnance. juste oublié de me prescrire Mais l'ordonnance. au moment où tu avais ces forts douleurs, tu t'es pas dit, il faut que je le dise à maman. Non. À ce moment-là, j'ai rien Je te dit. comprends. De toute façon, en fait, tu t'es peut-être dit que tu avais avancé trop loin dans cette situation. Voilà. Tu pouvais plus en parler, quoi. C'est ça. Donc, j'ai pris les médicaments et l'hémorragie s'est arrêtée au bout de quelques jours après. Et en fait, il a essayé de continuer la relation. Et quelques jours après, je crois, quelques jours ou quelques mois ou un mois après l'avortement, il a tenté encore d'avoir des relations sexuelles avec moi. Et ces jours-là, c'est comme si... pour moi, c'était non. C'est la goutte d'eau, tu t'es révoltée. Je me suis révoltée, je lui ai dit, c'est quoi, c'est fini. Cette fois-ci, c'est fini, je ne veux plus de toi. Je ne le dirai à personne, mais continue ta vie. Moi aussi, j'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Il a tenté, il a essayé, il a parlé. J'ai dit non, je ne veux plus. Et là, j'ai pensé que j'allais continuer ma vie comme ça, comme si de rien n'était. Mais c'est pas possible. Quand tu as subi des choses comme ça aussi traumatisantes, psychologiquement, ouais. C'est juste pas possible de passer à autre chose comme ça. Et c'est là que j'ai fait une dépression. J'ai fait une grosse dépression. Tu avais quel âge toujours? Là, j'avais 18 ans. 18 ans. J'avais 18 ans. J'ai eu une grosse dépression. J'ai perdu énormément de poids. Beaucoup. Et je ne dormais plus. Je faisais des cauchemars. Ouais. Et j'ai eu aussi des moments où j'essayais de mettre fin à mes jours même. J'essayais de mettre fin à ma vie tellement que j'étais mal. Et puis, j'ai culpabilisé beaucoup. Ben oui, je comprends. La culpabilité, j'ai demandé pardon au Seigneur. Pour moi, c'était fini pour moi, quoi, tu vois. Et la manière dont on nous a prêché aussi, quand tu fais quelque chose comme ça, pour toi, c'est fini. Exactement. Dieu ne va plus jamais te pardonner. Pour toi, c'est fini. Il y avait ça, la condamnation. Ouais, mais tu sais aussi que l'avortement, c'est quelque chose de très compliqué sur le plan psychologique. Surtout quand on n'a pas vraiment décidé, tu vois, d'avorter. C'est un peu comme si une partie de toi partait, en fait, avec le fœtus, même si beaucoup de gens banalisent, tu vois, ils disent oui, non, mais c'est que du sang. En fait, dans le sang, il y a l'âme, en réalité. Et c'est très compliqué après, psychologiquement, à vivre. C'est ça. Et donc, c'était très difficile. Et puis... j'en ai parlé à personne, c'est ça aussi. C'est ça que j'allais dire, même pas une copine, même pas... Du coup, tu as passé des moments très difficiles dans la dépression, des moments de solitude amplifiés, parce que il y a la dépression, mais quand il y a la solitude qui s'ajoute, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu as fait, toi, à ton niveau, à ce moment-là, de ton jeune âge, parce que tu avais 18 ans, pour essayer d'en sortir? Oui. Donc, à mes 20 ans, je rencontre mon mari. Mon mari arrive dans ma vie. Je pense que c'est le Seigneur qui l'a envoyé parce qu'il avait vu que j'étais vraiment en train de sombrer. J'ai essayé de mettre fin à ma vie. Et c'est là que le Seigneur a envoyé mon mari. Je l'ai rencontré quand j'ai eu 20 ans. Okay. On a commencé à cheminer ensemble. Pour moi, cette histoire était bien derrière moi, c'était fini, et puis voilà, on est passé à autre chose. Je ne savais même pas que j'étais en train de faire une dépression. Ok. Je ne savais pas. Et on s'est mariés 3 ans après. C'est dans les mariages que je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Okay. Parce que j'étais vraiment... j'avais des réactions... Vraiment, j'étais très, très colérique. J'avais des réactions vraiment bizarres. Mon mari, quand il faisait un petit truc, pour moi, c'était toujours grave. Ok. Et en fait, je n'arrivais pas à me soumettre. Je ne supportais pas du tout son autorité. Je ne sais pas pourquoi ça n'allait pas. Et puis, dans l'intimité, je n'arrivais pas... il y avait un blocage. Je n'arrivais pas à avoir des relations intimes avec mon mari. Et du coup, en fait, lui,
il m'a pas forcé, hein, vraiment aller doucement avec moi. Il me comprenait parce qu'il connaissait l'histoire, il connaissait bien mon histoire. Donc, mais à un moment donné, lui aussi, il n'en pouvait plus parce que quand tu t'es marié, tu veux être heureux dans ton mariage. Je ne me marie pas pour avoir des problèmes, pour avoir une femme qui fait des crises et tout ça. Ce n'est pas les buts, quoi. Il payait les pots cassés alors qu'il n'avait rien demandé du tout. Dire. Tu lui faisais un peu payer ce que tu avais vécu avant. Voilà, tu vois. Et donc, du coup, ça n'allait pas. J'ai commencé à chercher de l'aide. J'ai prié. Je commençais à aller... je suis allée voir mon pasteur de l'époque. Je lui ai dit, tu sais, que ça ne va pas dans mon mariage. Je n'arrive pas à être une femme soumise. Je n'arrive pas à être douce. Je suis très colérique et tout et tout. Les pasteurs prient et lui, il me dit, voilà, ce sont des esprits des familles qui te réclament parce que, voilà, dans ta famille, les gens divorcent, les gens ont du mal à se marier. Quand ils se marient, ils finissent par divorcer. Bon, c'est vrai, mais c'était pas vraiment ça. Il y avait ça, mais c'était pas vraiment ça mon problème. J'avais un autre problème. J'étais blessée dans mon âme. J'avais besoin d'être guérie, moi. C'était ça les problèmes. Il a prié et puis 1-2 jours ça allait. Après ça a recommencé. À un moment donné, même mon mari a dit, tu sais quoi, ça sert à rien d'aller même à l'église. Ça sert à rien d'aller embêter les pasteurs parce que tu changes pas. Parce qu'à chaque fois c'est dur. À chaque fois tu es là, tu dis aujourd'hui je vais changer, mais demain après tu recommences. C'est joli. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Il a même voulu demander les divorces. Wow. Et puis même les gens aussi, l'entourage, même dans la famille, les amis, il y a même des amis qui nous ont abandonnés, des amis qui ont abandonné mon mari parce que c'était invivable. Ouais. Donc il disait qu'avec cette femme, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et du coup, à un moment donné, j'ai vu que ça n'allait toujours pas. J'ai essayé de... Je sais pas, je pense que c'est les Seigneurs c'est le Saint-Esprit qui m'a donné cette idée. Un jour, j'étais sur les réseaux, j'ai vu le compte Instagram d'une thérapeute. Elle est chrétienne. Ouais. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit, OK, je vais envoyer un message comme ça. Personne m'avait dit de conseiller ou quoi que ce soit. Je suis allée, je lui ai envoyé un mail. J'ai expliqué ma situation, j'ai dit voilà, j'arrive pas à être cette femme et tout, et tout, et tout. Elle m'a dit ok, on prend un rendez-vous. En fait, moi, je voulais faire une thérapie de couple. D'accord. Je voulais que je fasse une thérapie avec mon mari. Ouais. C'était pas le problème. C'était, tu vois, je disais que ça va pas dans mon couple. Ouais. Pour moi, ça va pas, je sais pas pourquoi, mais ça va pas dans mon couple. Donc... elle m'a dit, OK, mais avant de faire une thérapie des couples, on va d'abord commencer par toi, avec toi. Donc, du coup, j'ai pris rendez-vous avec elle. Je te dis, Yaya, juste la première séance, les premiers rendez-vous. Et là, c'est comme si j'avais mis les doigts sur les problèmes. Elle m'a demandé, je lui ai expliqué mon parcours. C'est elle, c'est la psychologue qui m'a même dit, qui a mis les mots en fait. Sur ce que ce que je ressentais. Et même sur ce que j'avais vécu. Parce que moi, je croyais que j'étais en relation avec cet homme. J'étais en couple avec cet homme. Moi, dans ma tête, c'était légal. Même quand je me suis mariée, c'était toujours... C'était une relation normale. Voilà, qui s'était peut-être pas très bien passée. Voilà. Mais c'est la psychologue qui m'a dit, en fait, non, il a abusé de toi. Oui. C'était de l'abus. C'est pas une relation normale. Ça t'a réveillée. Ça m'a réveillée. À ce moment-là, j'ai réalisé, en fait, elle m'a dit non. Elle a commencé à m'expliquer l'âge et tout ça. J'ai raconté et tout. Elle m'a dit, mais non. C'est un pédophile. C'est un pédophile. Oui. Et à ce moment-là, elle m'a dit, tu es une victime. C'est des mots qui font mal, je crois, entendre. Oui. C'est choquant. Oui. Et à ce moment-là, je t'ai dit que même après cette séance, mon mari est venu. Il a dit à la thérapeute, il a dit, tu sais, là, ça y est, c'est bon. Il a dit, c'est bon. Je pense que là,
on a vraiment mis les doigts sur le problème. Vraiment. Vraiment. Je te dis, j'étais vraiment dans un état et la thérapeute m'a dit, mais tu t'es mariée sans pour autant... t'as pas eu le temps, en fait, de guérir. Tu t'es mariée, tu n'as pas fait un travail sur toi. C'est cette petite fille-là qui a été abusée, déjà toute petite, et tu as subi tellement de choses, tu as vécu des choses, et arrivé à l'âge des 15 ans, 16 ans, tu rencontres quelqu'un qui abuse de toi, et tous les restes. Donc, tu n'as pas pris le temps de guérir de tes blessures. Et directement, tu t'es mariée. Il fallait faire un travail sur toi-même avant. Moi, je ne savais même pas que j'étais autant blessée. Tu vois, je ne savais pas. Pour moi, c'était oui, on prie, tu pries et puis c'est tout, c'est bon. Quoi. Tu c'est passé, c'est derrière toi. C'est passé, c'est derrière toi. Et j'ai commencé la thérapie. Et c'est pendant la thérapie que j'ai commencé à écrire. Et elle, la thérapeute, me disait, écris. Trouve ta façon à toi de guérir parce qu'il y a plusieurs... Extérioriser surtout. Oui, c'est ça. J'ai commencé à écrire et en fait, c'est là que mon mari a commencé à avoir les changements. Moi-même, je commençais à avoir les changements. Et j'ai décidé d'aller voir une gynécologue. Tu vois, je suis allée voir... Ça, c'était après 2 ans de mariage. Je suis allée voir une gynécologue pour voir si tout allait bien chez moi. Tu n'en avais pas vu une depuis? Non, je n'avais pas vu depuis. J'ai décidé d'aller voir une gynécologue. En fait, c'est la gynécologue. Quand j'arrive chez elle, elle me dit... j'explique mon parcours et tout. C'est elle qui me dit que j'ai subi un avortement clandestin. Depuis tout ce temps, je ne savais pas. Quand j'explique en fait que ça s'est passé comme ça, elle me dit, ici, en Belgique... C'est tellement grave. Elle m'a dit, c'est très grave, madame. Elle m'a dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. Dis-moi que c'est en Afrique. Mais j'ai dit, non, c'est ici. Je me rappelle même encore de l'adresse. De l'endroit. De l'endroit. Elle m'a dit, non, tu dois porter plainte. C'est un avortement clandestin. Ici, c'est elle qui m'explique comment ça se passe un avortement en Belgique. C'est elle qui me dit que ça se passe dans un planning familial ou soit dans un hôpital. Et il y a une procédure à suivre. Il faut un délai de réflexion. On te fait une échographie avant. Tu vois un psychologue avant. On regarde si tu es à combien de semaines. C'est à ce moment-là qu'on va décider si tu prends les médicaments ou si on te fait par aspiration ou pas. On ne choisit pas la méthode comme ça. Elle me dit, tu étais à combien de semaines? Je dis, je ne sais pas. Oh là là. C'est tellement grave. Elle m'a dit, c'est très grave. Je ne sais pas. Elle a dit, mais... tu dois porter plainte. Et ces jours-là, je suis rentrée, en fait, avec ce que la psychologue m'avait déjà dit et ce que la gynécologue venait de me dire. En fait, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que ces grands frères-là avaient vraiment tout planifié. Oui, bien sûr. Il ne m'a jamais aimée. C'est là vraiment que j'ai réalisé qu'il a juste abusé de moi. Je me rappelle que ces jours-là, j'ai tellement pleuré. Et j'étais sur Internet, j'ai regardé comment se passe un avortement en Belgique. Et j'ai vu, en fait, je me suis dit, il avait peur de m'amener dans un hôpital. Oui. Il ne voulait pas que ça soit légal. Oui, voilà. Oui. Il était âgé et tout ça. C'est un pédophile. Il savait, c'est un pédophile. Il n'avait pas de papier à l'époque. Donc, c'est un pédophile. Il avait tout. Il savait que non. Il avait tout calculé. Ouais. Donc, il a coopéré avec les médecins, il a payé, et puis on fait ça sans trace, sans rien, et puis c'est fini. Et à ce moment-là, en fait, c'était en 2020 que j'ai vu la gynécologue, c'était en 2020 que j'ai compris que c'était un avortement clandestin, mais à ce moment-là, je n'ai pas eu le courage de porter plainte. J'allais te poser la question. Je n'ai pas eu le courage, parce que je n'étais pas prête d'aller raconter cette histoire à la police, tu vois. C'était encore dur pour moi, c'était dur. J'ai commencé à écrire et en fait, j'ai décidé de sortir un livre. D'accord. Parce que pour moi, déjà, je me disais que j'allais garder cette histoire pour moi, que j'allais mourir avec. Je l'ai dit à mon mari, c'est bon, on les garde pour nous.
et on ne le dira à personne. Mon mari était d'accord, il m'a dit, il n'y a pas de souci, comme tu veux. Mais pendant que j'écrivais, pendant ma thérapie, quand j'écrivais, j'entendais le Seigneur me dire, mais en fait, toi, tu es sorti de là quand même. Parce que oui, tu es encore vivante. Tu pouvais mourir ces jours-là. Mais si je t'ai laissé en vie, c'est pour que tu puisses sauver d'autres personnes. Tu ne sais pas ce que ton témoignage peut faire dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, j'avais honte. Je disais, non, je ne peux pas. Il y a ma famille, il y a ma belle famille aussi. Parce que surtout ça. il y a la communauté, il y a l'église. Moi, j'ai toujours grandi dans l'église. Les gens avaient déjà une certaine image de moi. Toi. Qu'est-ce que les gens vont penser? Tu vois. Finalement, j'ai quand même eu le courage. Avant de publier mon livre, j'ai sorti mon livre en 2023. Et je l'ai dit, avant de sortir mon livre, je l'ai dit à ma famille. Comment ça s'est passé? Ben, ils m'ont cru. Mais ma mère, jusqu'à aujourd'hui, est tellement blessée par cette histoire. Elle n'arrive pas à se remettre. Tu vois, elle est tellement mal. Elle se dit, mais en fait, elle dit en quelque sorte, c'est un peu de sa faute. En tant que parent, c'est En tant que parent, elle n'a pas protégé sa fille. Tu vois. Et elle n'arrive pas du tout. Elle n'arrive pas. Je comprends, mais... il faut peut-être du temps. Il faut du temps, oui. En tant que parent, c'est compliqué. C'est ça. Donc, ils ont accepté ma version, ils m'ont cru. Donc, du coup, c'est à ces moments-là que finalement, j'ai eu le courage de porter plainte. Donc, c'était seulement l'année passée. D'accord. C'était seulement l'année passée que j'ai eu enfin le courage d'aller porter plainte contre les gynécologues, là. Parce qu'ils exercent jusqu'à aujourd'hui. Hein. Oui. Ils exercent jusqu'à aujourd'hui. Je me suis rendu compte, en fait, que je n'étais pas la seule. Quand j'ai sorti mon livre, quand j'ai sorti mon histoire, je ne suis pas la seule. Il a l'habitude, oui, il a l'habitude de les faire. Il est connu dans la communauté pour ça. Et tu sais qu'il y a des gens qui m'ont dit de ne pas porter plainte parce que, soi-disant, il aide la communauté. Tu vois, il y a des femmes... En quoi faisant ? Parce qu'il y a des femmes sans papier qui ne peuvent pas aller se faire avorter légalement. Du coup, elles vont chez lui. Ça, c'est un peu faux, non? C'est vrai? On n'a pas accès au planning familial si on n'a pas les papiers? Ça, je sais vérifier. Pas. À vérifier. Mais j'ai un doute. Oui. En tout cas, en France, j'ai un doute. Tu vois, en Belgique aussi, je ne sais pas. C'est à vérifier. Ah, j'ai un doute. Ouais. Mais ce n'est pas une raison. Tu vois. C'est pas Et puis, avorter dans des conditions comme ça, lui, il n'a pas... lui, il ne peut pas faire d'anesthésie, il ne peut pas traiter les gens normalement. C'est ça. Donc, j'ai pas eu le courage depuis tous ces temps parce que, tu sais, la communauté... Oui, je comprends. Tu vois, est-ce que... Je me disais, voilà, qu'est-ce que les gens vont dire, tu vois. Des fois, tu peux être là, tu te dis... Voilà, ça reste entre nous. Je l'ai dit juste à ma famille et puis ça reste. Ça s'arrête là. Mais là, aujourd'hui, je témoigne, j'en parle. Parce que, tu sais, à l'époque où j'étais en dépression, j'ai cherché justement des émissions comme ça. J'ai cherché quelqu'un de ma communauté, une yaya, qui a vécu la même chose que moi et qui en parle. Qui en parle, c'est touchant. Mais j'ai pas trouvé. Ouais. C'est tellement tabou chez nous. C'est tellement tabou, pourtant c'est des choses qu'il y a tellement eu. Oui. Il y a une jeune femme en ce moment sur TikTok, une Allemande je crois, je sais pas si tu es tombée sur elle, qui raconte les histoires des jeunes filles qui ont été abusées par des oncles et tout. C'est choquant. Tu vois. C'est choquant. Il y en a tellement. Ouais. Et moi, depuis que j'ai sorti mon histoire, depuis que j'ai décidé d'en parler, je reçois énormément de messages. Tu vois, c'est là que tu te rends compte, en fait, il y en a tellement beaucoup. Bien sûr. Mais on n'en parle pas. C'est à cause du tabou de la communauté, justement. Oui. Qu'est-ce que toi, tu en penses de l'impact de la communauté sur ce type de situation? Oui. Moi, je pense que quand on décide de garder silence, de ne pas parler, en fait, ça profite qu'aux agresseurs. Exactement. On laisse les champs libres à ces personnes de continuer à détruire des vies.
Moi, je pense que c'est important de parler. Parce que quand tu parles, tu peux sauver une vie. Moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est de ne pas avoir eu le courage de parler à l'époque. Même à mes copines, tu vois, même mes copines, quand elles ont su l'histoire, elles m'ont dit, mais Jolie, pourquoi? Tu ne nous as pas dit. Pourquoi tu n'as rien dit? Donc, arrêtez aussi de juger quelqu'un qui décide de parler de ce qu'elle a vécu, parce que dans notre communauté, il y a ça. Moi, c'est quelque chose qui m'a aussi paralysée pendant longtemps. Ben, bien sûr, j'imagine. J'avais peur, tu vois, que je sois lapidée. J'avais peur qu'on me jette des pierres, qu'on puisse même pas me croire. Surtout ça. Qu'on puisse dire que oui, c'était à cause de toi. Oui, c'est toi qui as voulu. C'est toi qui as voulu laisser ton ton là. Tu étais habillée comme ça. Voilà, comment est-ce que tu étais habillée? Tu vois? C'est dur. C'est dur. Et moi, je pense que c'est important de parler. On doit pas rester là à se dire, oh, c'est un peu normal. Moi, tu sais, il y a des gens aussi qui m'ont dit, les gens de la communauté qui m'ont dit, tu sais, que les histoires des viols n'ont pas commencé aujourd'hui. Et c'est pas toi qui vas arrêter. Oui, c'était pas la première. Donc arrête un peu, tu vois. Arrête, tais-toi. Voilà. Tu en fais trop. Tu en fais trop. Tu vois, quand je commence à témoigner, je suis invitée à gauche, à droite, à mes tu commences à exagérer. Tu vois, c'est pas toi qui vas arrêter l'histoire parce que ça va commencer aujourd'hui. Peut-être que si, peut-être que non, mais au moins tu as contribué à arrêter ces choses. Tu vois, c'est pas, même si je vais pas arrêter, c'est pas pour autant que je vais m'empêcher de parler. Tu vois, on doit libérer la parole. Tu es très courageuse. Merci, on doit vraiment libérer la parole. Aujourd'hui, je vois quand même, les voix commencent à s'élever un peu, on commence un peu à parler. Cette génération, vraiment, commence un peu à changer les choses. Oui. Mais on doit arrêter de juger, de condamner quelqu'un qui décide de parler de son histoire. Vraiment. Non, je te trouve courageuse, c'est poignant. On est presque à la fin. J'aimerais que tu puisses regarder la caméra et que tu puisses prendre quelques secondes pour parler à la Jolie de cette époque-là, qui a traversé toutes ces choses, qui a été abusée, qui a vécu cet avortement clandestin. Qu'est-ce que toi, tu pourrais lui dire aujourd'hui, avec l'expérience que tu as? Waouh, c'est dur, hein? Ouais. Bon, je lui dirais déjà que c'était pas de sa faute. Est-ce que tu peux la tutoyer? Ouais. Jolie. C'est dur. Oui, prends ton temps, je sais. Tu n'es pour rien. Ce n'était pas de ta faute. Je te crois. Et tu as fait de ton mieux pour t'en sortir. Tu as fait ce que tu as pu pour t'en sortir. Tu ne pouvais pas vivre tout ce que tu as vécu. C'était injuste. Injuste. Tu n'avais pas à vivre tout ce que tu as vécu, à subir tout ce que tu as subi. Mais tu as fait de ton mieux pour survivre et je suis fière de toi. Je suis très fière de toi parce que tu es encore là. Et c'est dur. C'est très dur. Tu as été très courageuse. Et aujourd'hui, tu es encore là et ton histoire est en train de bénir beaucoup de gens. Tu n'as pas vécu tout ça pour rien. Et c'est mal que l'ennemi avait
C'est dur. Courage. Tu es forte parce que, tu sais, je ne savais pas que j'étais aussi forte. Je ne savais pas que j'étais aussi résiliente, aussi courageuse. Avant cette histoire, vraiment. tu vois. Aujourd'hui, grâce à cette histoire, je me suis rendu compte que je suis une femme courageuse. Jolie, tu es très courageuse. Et tu as été très courageuse. Et je vais te venger. Je vais continuer à me battre pour toi. Je vais continuer à dénoncer. Et je vais continuer à sauver des vies pour toi. Voilà. C'est magnifique. On a bien pleuré, mais il le fallait. Il le fallait. Et c'est vraiment très beau tout ce que tu as dit. Vraiment, sache que j'ai énormément d'admiration pour toi. Quand on a échangé il y a 1 an et toutes les autres fois, je ne m'attendais pas à tout ça. C'est vrai que je connaissais une partie de ton histoire, mais j'ai aussi un peu fait exprès de ne pas connaître toute la profondeur pour que je puisse le découvrir de façon authentique, tu vois. Et c'est vraiment très fort en tant que maman. Ça me touche énormément d'entendre cette histoire. Et c'est bien que je parle du fait d'être mère, parce que j'aurais vraiment voulu que tu puisses encore regarder la caméra et parler aux parents. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux parents d'aujourd'hui, aux parents d'hier, peu importe. Enfin, par rapport à ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Moi, je dirais aux parents de protéger leurs enfants. Il faut protéger vos enfants. Les histoires là d'héberger les gens à la maison, au tonton, tel oncle, cousin. Et il faut croire aussi, si ton enfant vient te dire, si ta fille vient te dire que oui, j'ai été violée ou tel oncle a abusé de moi, c'est ci, c'est là, il faut le croire. Il ne faut pas banaliser parce que les viols est tellement banalisé dans notre communauté. Ou soit on peut te dire, ok, voilà, on te croit, mais ne le dis à personne. Ou voilà, il ne faut pas porter plainte, on règle l'histoire en famille. Non. On est dans un pays de droit. Et les femmes ont des droits. Oui. Donc, ça ne veut pas dire parce qu'on prie. Moi aussi, j'ai entendu ça. Les gens me disent, voilà, tu es chrétienne, tu pardonnes et tu avances, tu vois. Tu laisses Dieu te rendre justice, te faire justice. Mais non. Tu vois, c'est Dieu qui a établi la justice. La justice, mais vraiment. Les juges sont là pour nous. C'est Dieu qui a établi la justice et on est dans un pays des droits. Et il y a des gens qui se sont battus pour que nous autres, là, on puisse avoir des droits. Et donc, on doit les utiliser. Ne pas dire que non, il ne faut pas porter plainte. Non. Protégez vos enfants. Et s'il y a un tonton qui a abusé de ton enfant, eh ben, s'il doit aller faire la prison, il ira faire la prison. Bien sûr. Pas dire, oh oui, toi, tu vas mener des histoires dans la famille, tu vas diviser la famille, c'est si. Non. Non, 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 non. Donc, croire aussi quand ton enfant vient te dire que oui, il s'est passé telle chose, il faut le croire. Parce que des fois, on a peur de venir vers vous, on a peur de dire ce qui se passe aux parents parce qu'on s'est dit, est-ce qu'ils vont me croire? Des fois même, on s'est dit, même si j'ai dit, il va rien se passer, maman ne fera rien, papa ne fera rien. Exactement. Il faut montrer aux enfants que vous êtes là pour eux. Pour eux, exactement. Exactement. Et tu as dit quelque chose de très fort. Tu as dit que très souvent, on parle de la division dans la famille. Et c'est la victime qui a cette charge de tu vas diviser la famille, alors que c'est la personne qui a posé l'acte. Quand tu viens abuser de l'enfant de ton frère, de ta sœur, c'est toi qui divises la famille. Exactement. Tu vois, il faudrait qu'on arrête d'accabler les victimes. Oui. Surtout chez nous, les Congolais. Depuis tout à l'heure, on dit communauté, je vais le dire, les Congolais. Il faut qu'on arrête les Africains en général, parce que c'est partout. Moi, je suis beaucoup de podcasts sénégalais. C'est pas possible, c'est vraiment partout. C'est un fait généralisé.
sécurisé. Oui. De toute façon, dans le monde entier, on le voit très bien aussi. On a suivi l'affaire Pellico. Ah, Voilà, il faut qu'on arrête d'accabler les victimes. Il faut qu'à un moment donné, on sache se positionner du bon côté, c'est ça. du côté de la victime. C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Il faut montrer aux victimes que vous êtes là pour eux. Et en fait, et aux victimes aussi, je vais dire un mot. En fait, aux victimes, je dirais de parler, de ne pas se taire. Même peu importe ce qui va se dire, peu importe si on va te croire ou pas, il faut parler. Trouve quelqu'un, même si dans la famille, tu penses que c'est encore difficile, tes parents peut-être, tu ne sais pas comment leur dire, trouve au moins quelqu'un de confiance, un professionnel peut-être. Va voir un psychologue, même un pasteur s'il faut, ou une amie, quelqu'un. Mais trouve quelqu'un. Il faut parler. C'est important. C'est important de parler. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Jolie. Merci pour ce témoignage. Vraiment, ça n'a pas été facile, même pour moi. C'était vraiment très poignant. Mais je sais que ça va aider énormément de femmes. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour ton déplacement. Merci de m'avoir choisi aussi pour témoigner. Ça me touche énormément. Je suis vraiment très touchée. Merci à et toi. Heureuse de t'avoir enfin vu aujourd'hui, comme je l'ai vu au début. Je crois qu'on est arrivé à la fin. C'est l'heure des dédicaces. Est-ce que tu peux dédicacer quelques personnes? Bon, je vais dédicacer mon mari, mon cher et tendre époux qui est juste là derrière. Donc, merci à toi. Merci de m'avoir soutenue. Merci de croire en moi. Merci de m'accompagner dans ce que j'ai fait. Merci. Ça n'a pas été facile parce que c'était dur pour toi, pour tout le monde. Mais tu as décidé de fermer les oreilles. Tu as décidé de m'accompagner. Merci d'être là pour moi, d'être ce soutien. Que le Seigneur te bénisse. Je t'aime. Et merci à toute ma famille et aussi ma belle famille. Voilà. Vraiment, c'est très beau. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci à toutes les personnes qui ont suivi la première saison. Je vous remercie encore. Merci à ceux qui nous ont suivis dans cette seconde saison. Je remercie toutes mes abonnés, toutes les personnes qui ont pris des nouvelles pendant mon absence. Merci au Coolcast Studio pour l'image, la beauté, la lumière, le son. C'est très beau. Merci à Audrey, à la régie, avec qui nous avons beaucoup pleuré. C'était un très bon moment. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Gros bisous.